Renforcement des systèmes agroalimentaires au Bénin, c'est le cap imprimé à la campagne agricole 2024-2025. Avec quelles mesures officielles? On en aura les échos à Kandi, dans la ferme qui a accueilli le lancement de la campagne. Le Bénin, destination de cités lacustres pittoresques à la conquête de Venise, la mythique ville flottante de l'Italie. Le Bénin s'y déploie à la Biennale des Arts avec sa soft power, ses créateurs d'art. C'est acté au Togo. Les députés ont adopté une nouvelle constitution qui fait basculer le pays dans un régime parlementaire. Situation préoccupante au Darfour et manifestations aux USA contre la guerre à Gaza. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Renforcer la performance et la résilience des systèmes agroalimentaires au Bénin, c'est le cap imprimé à la nouvelle campagne agricole 2024-2025. Avec quelles mesures le gouvernement compte-t-il réaliser cet objectif? Écho du lancement de la campagne à Kandi depuis une ferme, espace symbolique choisi pour donner le top. Patrick Ayadji, Michael Nouati comme témoins. Les systèmes agroalimentaires allient technologie appropriée, sécurité alimentaire nutritionnelle, résilience au changement climatique et équité territoriale. Aux premières heures de la campagne agricole 2024-2025, une prise de conscience collective s'impose. Plus on produit, mieux ça vaudra. Et pour produire plus, c'est l'agrotechnique que nous utilisons qui reste le fondamental. Comment avons-nous labouré? Quelle est la densité de plantation que nous avons? Est-ce que nous avons fertilisé convenablement nos champs? Puis après, la récolte à bonne date et la conservation. C'est tout ça qui rend dans le système agroalimentaire. Et c'est le thème de cette année. Nous sommes partis pour avoir de bons rendements. Nous invitons à cette même occasion tous les producteurs agricoles à tenir le pari d'atteindre cet objectif louable et contribuer à la réalisation du volet agricole du programme d'action du gouvernement à travers la promotion des filières phares. Je suis heureux de vous annoncer publiquement ici que le NPKSB ne va pas coûter plus de 17 000 francs le sac de 50 kilos. L'urée ne va pas coûter plus de 15 000 francs. Le KCL, que nous devons aussi utiliser en complément au NPK et autres, c'est 14 000. Le SSP, que certains ont critiqué et qu'on a même amélioré en faisant maintenant de SSP boré, 14 000 le sac. Mais je ferai un clin d'œil à la police républicaine pour dire les transports d'engrais à l'intérieur du territoire ne sont pas interdits. Mais c'est sorti du territoire qui est le problème. L'autre challenge de cette campagne agricole, c'est le défi lié à la transformation des matières premières pour apporter une plus-value à l'économie nationale. On reste dans l'univers agricole avec cette annonce sur l'emploi dans l'agriculture. 5000 jeunes insérés dans l'aviculture, initiative gouvernementale pour professionnaliser les jeunes dans le secteur agricole. Par quelles modalités pratiques? Eh bien, des stratégies préparatoires sont à l'œuvre en amont. Des acteurs décisionnels et de l'encadrement se sont retrouvés à Grand Popo pour les affiner. Christelle Tongodo, Simon Vian. Formation et insertion professionnelle de 5000 jeunes en aviculture. C'est l'instruction donnée par le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Prodige, projet d'inclusion des jeunes. Une instruction claire qui vise à répondre à la mesure d'interdiction des importations de volailles dès décembre 2024. Donc c'est pour ça que nous nous sommes réunis au niveau de Grand Popo pour définir les critères de sélection des jeunes ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, définir les conditions dans lesquelles on va organiser la formation des jeunes. Et cette formation va se faire au niveau des centres de formation professionnelle et des lycées agricoles. Et en plus de ça, les jeunes feront un stage d'immersion dans les petites et moyennes entreprises avicoles. Le Bénin est donc appelé à produire abondamment des poulets de chair. Pour combler le gap, il a été proposé un modèle d'élevage en batterie, en matériel écologique par les frères Atigan.
Voilà, nous sommes pour le 31 décembre 2024. Nous avons choisi que pour ces jeux-là, vont commencer par faire le levage de poulet chair. Et pour faire le levage de poulet chair, ça demande seulement 35 jours. Donc on va les former. Vous avez vu l'infrastructure, ce qui vous plaît. Les prêts à Tigan ont amené le modèle pour que ce modèle ainsi avec le prêt, ça va être 300 000. On peut encore réduire les coûts. On va faire l'expérimentation car certains participants ne connaissant pas ça ont déjà dit ça ne peut pas marcher avec les poulets chers. Donc on le fera, on va présenter les résultats. Le potentiel est là. Donc il suffit tout simplement d'appuyer sur quelques maillons, notamment la mise à disposition des poussins chers d'un jour, une certaine stabilisation du coût des matières premières, notamment le maïs et le soja, puisqu'il y a des acteurs qui sont déjà installés et qui ont déjà tout ce qui est comme dispositif pour produire. Et le savoir-faire. Donc, le travail qu'on est venu faire, à savoir l'insertion des 5000 jeunes, ça ne viendra que renforcer le dispositif qui existe. Et c'est vraiment salutaire. De même, il a été question au cours de cet atelier de définir les dispositifs d'appui pour l'insertion professionnelle des 5000 jeunes sélectionnés. Bonjour, nous à présent sur une initiative internationale dédiée au développement communautaire des zones frontalières entre le Bénin, le Togo et le Ghana par les femmes. Il s'agit d'une étude sur l'activité économique transfrontalière des femmes. Un rapport en établit les données pour aider à des décisions favorables à l'entrepreneuriat des femmes. Cotonou a accueilli la réunion dédiée à ce rapport. Alexandra Diotan. En Afrique de l'Ouest, le seuil de vulnérabilité économique de la femme demeure important. Il y a les femmes qui font les petits commerces. Un rapport analytique en examen dans cette salle, c'est celui établi à la suite de l'état des lieux des femmes participant au commerce à petite échelle au niveau des frontières entre le Bénin, le Togo et le Ghana. Nous avons commencé ce travail avec l'OIM depuis 2021. C'est pénible de voir les femmes se peiner pour qu'au soir, la famille, que ce soit l'époux, que ce soit les enfants, de façon quotidienne, puissent se nourrir, puissent se soigner, puissent se vertir, et également pour que les enfants soient également instruits. Le commerce transfrontalier à petite échelle est un moteur important des économies locales et constitue un moyen de subsistance de millions de personnes, dont un grand nombre de femmes. Cependant, les besoins des femmes actives sur le corridor Abidjan-Lagos ne sont pas suffisamment compris. OIM a dit qu'il va nous construire des marchés et de nous aider aux côtés de financement. C'est pour cela que nous sommes très reconnaissants. Les femmes sont suffisamment reconnaissantes de cette issue favorable qui se projette à l'horizon. Une question ici, le projet Ouri m'était expliqué pour que je l'explique mieux davantage. À mon tour, Ouri, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, est expliqué aux professionnels des médias. Il est question de leur faire bien connaître les fonctionnalités et utilités du certificat NPI, encore appelé la carte C'est moi. Alors, à Boycon, commune qui accueille ces classes Ouri pour les médias. Sur les bancs, Pierrette Adanyorsi, Kadnel Kapo. Le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Youri Béné, bras opérationnel de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, veut, à travers cette série de sessions de formation, mieux se faire connaître par les acteurs des médias. Le gouvernement a fait déjà l'effort en mettant par un acte réglementaire, notamment un arrêté interministériel qui se construit le cadre d'utilisation de la carte C'est moi. Et faute d'information, cette carte subit encore quelques récriminations, quelques critiques. C'est le lieu de profiter de pareilles occasions pour pouvoir amplifier l'information et rectifier le tir et permettre aux gens de l'utiliser à bon escient. Le projet Ouri Béné vient donc renforcer par cette série de formations le cadre juridique et institutionnel en matière d'identification des personnes au Bénin. Cet atelier nous a permis d'avoir ce dont nous aurons besoin pour informer les populations,
pour que désormais eux-mêmes ils puissent savoir qu'il y a une carte de gens qui existe et qui est à la base de tout ce dont ils auront besoin. On comptera donc sur vous pour que tous les Béninois connaissent les actions de Ouri Bénin et que, entre autres, le Sésame c'est moi facilite l'accès aux services sociaux de base. À l'issue de cet atelier, les professionnels des médias auront à accompagner le projet Ouri dans la dissémination des résultats obtenus de 2020 à ce jour. Un projet financé par la Banque mondiale. Intéressons-nous maintenant à un programme dédié aux jeunes accros aux nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Une initiative portée par Ishero en partenariat avec Africa Tech Hub a lancé la 2e édition du programme de formation data et intelligence artificielle pour l'Afrique. Quel est le programme d'immersion? Élément de réponse avec Roger PTK, Françoise Insou et Emmanuel Zounon. Stimuler l'intérêt pour l'intelligence artificielle, promouvoir la recherche béninoise en IA, résoudre les challenges sociétaux via l'IA et offrir une visibilité mondiale, c'est le but de cette formation. Notre enjeu en réalité, ce n'est pas de la formation pour de la formation. L'enjeu est comment réduire le chômage, comment permettre à des jeunes de devenir d'excellents salariés, de devenir d'excellents entrepreneurs, de créer leurs entreprises et de contribuer à l'amélioration de la productivité des entreprises. Grâce à cette formation, je peux me frotter à la donnée brute, mettre en place un pipeline de récupération de données. Je veux une formation beaucoup plus pratique en IA qui va me permettre d'approfondir mes connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances et de pouvoir apporter des solutions beaucoup plus innovantes. Dans un exercice de questions-réponses, les membres du gouvernement ont encouragé les boursiers à travailler sur de nouveaux projets en rapport avec l'intelligence artificielle pouvant aider l'État à relever de nouveaux défis. Restez engagés dans la formation, donnez le meilleur de vous-même, donnez le meilleur de ce que vous pouvez faire. Croyez au fait que vous êtes un des maillons justement de cette éclosion autour de l'IA que notre pays veut. J'ai compris que vous développez des choses, vous avez des challenges à faire, etc. C'est peut-être regarder qu'est-ce que vous pouvez faire comme modèle pour un secteur d'activité donné pour aider les impôts à mieux appréhender les risques. Pour cette formation qui dure 5 mois, 1000 boursiers, dont 333 au Bénin, seront formés. 6 pays, dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et le Gabon sont présents à cette édition. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de certaines interventions dans le sujet précédent. Actualité de l'éducation, on en parle. À Parakou se sont mobilisés pour une visite conjointe de projets, partenaires techniques et financiers et officiels des ministères de l'éducation au Bénin. Ils y sont partis pour se pencher sur l'avancement du système éducatif dans les 4 départements du Nord Bénin. Ronald Robinson et Alexis Assoba nous édifient sur les projets en question. 4 équipes conjointes, membres des PTF et des ministères chargés de l'éducation étaient dans les 4 départements du Nord Bénin. Elles ont pu constater et évaluer les effets des interventions des PTF sur l'amélioration du taux de rétention et de promotion des filles à l'école. L'heure est à la restitution. Même si tout n'est pas rose dans le secteur, les nombreux points forts notés dans les différents tableaux présentés par les 4 équipes ont suscité la fierté des acteurs. Avec les partenaires techniques et financiers, l'école avance. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos écoles pour faciliter non seulement la tâche aux enseignants, mais aux apprenants, afin que nous tendions vers une éducation de qualité. Que ce soit à la maternelle, au primaire, dans nos lycées et collèges, et dans les centres de formation professionnelle, ces partenaires-là interviennent pour accompagner le gouvernement. Au Bénin, des progrès incontestables sont réalisés dans le domaine de l'éducation. Nous sommes assez satisfaits des résultats de cette mission conjointe. Il y a certaines localités où il y a des problèmes de fréquentation ou de rétention scolaire, notamment dans des zones nomades, dans les zones de production agricole, où des enfants sont souvent retenus pour les activités agricoles ou pastorales.
Donc il y a des sensibilisations à faire, il y a des questions liées à la santé reproductive. Il faut aussi poursuivre, notamment pour améliorer la rétention des filles à l'école. Il y a des questions liées à l'insuffisance des infrastructures, des points d'eau, des classes, des cuisines, qui sont aussi des points qui sont bien notés. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation a exprimé la reconnaissance du peuple et de l'État béninois à ses partenaires, tout en rappelant le plein engagement du gouvernement. Même si beaucoup reste à faire, de bonnes choses sont en train d'être faites. Félicitations à tout le monde. Quoique la norme internationale admise soit environ de 20% en ce qui concerne seulement le volet fonctionnement de l'éducation, l'État béninois l'assume bien aujourd'hui en y consacrant plus de 32% des dépenses publiques. Selon les partenaires techniques et financiers, capitaliser les meilleures pratiques, renforcer les capacités institutionnelles et mobiliser davantage de ressources pour transformer le système éducatif devient possible quand chaque acteur joue bien sa partition. On change totalement de sujet actuellement. On fait place aux partis politiques. Écho de la session ordinaire du bureau politique du parti Bloc républicain. Rendez-vous pour peaufiner des stratégies d'ancrage du parti sur l'échiquier politique national. On voit cela avec Benjamin Denayon et Ariane Da Silva. Première session ordinaire de l'année 2024. Le bloc républicain s'évalue et se projette sur les futurs défis électoraux. Stratégie de remobilisation du parti, mobilisation des ressources financières, tout y passe. Un rendez-vous qui se tient dans un contexte particulier relatif à la modification du code électoral. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Nous avons l'obligation de mieux nous adapter aux changements que nous impose ce nouveau code électoral afin d'exploiter les opportunités dans tous les espaces de notre pays et corriger de toute urgence les faiblesses que nous avons. L'application de ce nouveau code électoral doit nous amener à la prise de nouveaux engagements. Notre parti a le potentiel d'être le premier parti du Bénin. Nous devons travailler pour réaliser ce potentiel. Une ambition qui passe par le renforcement et la modernisation du parti, une dynamique dans laquelle s'est déjà inscrit le bloc républicain. Nous avons mis en place de nouvelles structures à caractère stratégique et opérationnel. Leur mise en place ainsi que la restructuration des organes du parti ont favorisé la responsabilisation de plus jeunes parmi nous, ainsi que leur plus grande implication dans les prises de décision au sein du parti. Notre performance en termes de positionnement dans l'opinion nationale et internationale s'est améliorée. Quant à notre performance en termes de pénétration sur le terrain politique, des efforts restent encore à faire. Des efforts qui nécessitent l'implication de tous. Nous sommes invités à continuer la remobilisation. Nous sommes invités à continuer à travailler à la base pour que, avec le nouveau code électoral, que nous soyons toujours présents. Et ce qui est très important, c'est que désormais, les informations vont parvenir à nos militants sur tout ce qui se fait au niveau du sommet. C'est très important, la réorganisation du parti et surtout au niveau de la base. Les femmes républicaines ont compris très tôt déjà ce qu'est leur responsabilité au sein du parti Bloc républicain. Nous sommes là pour élargir les bases de notre parti parce que le challenge que nous impose le code électoral veut que nous occupons sérieusement le terrain. J'appelle tous les militants à se mobiliser massivement pour que le Bloc républicain, comme l'a dit le président, devienne le plus grand parti du Bénin. Nous avons la capacité, nous avons la possibilité de le faire. Pour plus d'efficacité sur le terrain politique, des résolutions ont été prises par les membres du bureau politique du parti Bloc républicain. Justement, au sujet des résolutions prises au bout de cette première session ordinaire 2024 du bureau politique BR, on va s'y pencher avec Romaric Ogoualé, vice-président chargé de l'information et de la communication. Il les décline bien sûr à grands traits au micro de Benjamin Denayon et d'Ariane Da Silva. De prendre acte du compte rendu des activités du BEN engagées depuis septembre 2023 à ce jour, de réaffirmer par cette occasion son soutien au gouvernement du président Talon
pour les efforts qu'il accomplit pour le développement de notre pays et l'épanouissement du peuple béninois. D'adresser ces félicitations exceptionnelles aux députés du bloc républicain qui ont accompli un travail d'avant-gardiste pour le renforcement du système partisan en instaurant un esprit de destin politique solidaire indispensable à la pérennisation des partis politiques dans notre cher pays. 3. D'approuver les activités inscrites au plan de travail annuel du bloc républicain pour la gestion 2024. 4. D'approuver la nouvelle stratégie de mobilisation des ressources visant à améliorer la contribution des militants au fonctionnement du parti. 5. De reconduire les commissaires aux comptes, M. Adamou Moubarakou et M. Missiou Romain. 6. D'approuver la mise en œuvre et l'usage des attributs des membres des structures centrales et des structures décentralisées. Et 7. Enfin, d'encourager le BEN à poursuivre sa mission avec plus de détermination et le même esprit militant. Allons à présent à la Biennale des Arts de Venise, ouverte officiellement aujourd'hui. Le Bénin se déploie dans la mythique ville flottante avec sa soft power, ses créateurs d'art. Derrière cette expédition artistique vénitienne, penchons-nous sur les rêves de conquête du Bénin avec Benjamin Denayon et Patrick Diossou. Ganvier, cité lacustre au sud du Bénin, un village installé sur l'eau. Venise, cité flottante au nord de l'Italie, une ville installée sur l'eau. Du Bénin à l'Italie, l'art plastique n'a pas pris de l'eau, mais a uni les peuples durant la Biennale 60e édition. Le Bénin s'ouvre aujourd'hui au monde. Cela se ressent au niveau de notre pavillon où il y a des médiateurs aussi bien béninois qu'étrangers, mais qui sont là pour parler exclusivement du Bénin. Il y a pas mal de visiteurs qui viennent et qui sont des investisseurs. Étant donné que c'est la première fois que nous participons à cet événement, ils chercheront à savoir le Bénin c'est quoi, le Bénin c'est où, le Bénin qu'est-ce qui se produit là-bas, quelles sont les opportunités que le Bénin propose aux investisseurs. Et à partir de là, des choses se feront parce que par le passé déjà cela s'est fait à travers le truchement de l'art. Des entreprises sont venues s'installer au Bénin et j'en connais une particulièrement qui nous soutient d'ailleurs sur notre événement de Venise. Une entreprise qui est installée, qui emploie 1500 jeunes béninois. Une entreprise qui a ouvert une école de programmation informatique au profit des jeunes béninois. L'accès est gratuit. Et ce n'est pas le truchement là, à travers l'exposition diptyque organisée par le gouvernement au Palais de la Marina, que le patron de cette entreprise a connu le Bénin. Il a été séduit et après, il a décidé d'installer une branche de son groupe au Bénin pour faire un travail sur la France. Donc, à partir du Bénin, le travail se fait sur la France et ce sont des jeunes béninois qui sont employés. Il y en a 1500 aujourd'hui et l'objectif de cette entreprise est de passer à 5000. Donc, vous voyez que le chemin qui passe par là peut mener à beaucoup d'endroits, y compris aux investissements, sur les opportunités qu'offre le Bénin aujourd'hui en matière d'investissement. Ceux qui s'intéresseront à ces opportunités pourront avoir des interlocuteurs en face à travers les médiateurs qui sont présents, mais également pourront avoir de la documentation pour s'imprégner de ce que le gouvernement propose aujourd'hui aux investisseurs internationaux. La destination Bénin est ainsi davantage promue par les animateurs du pavillon béninois. Aller contempler le Bénin sera ainsi davantage promis par les visiteurs du pavillon 229.
Nous poursuivons avec notre série de Zoom sur les 4 artistes béninois qui vont à la conquête de Venise. Parmi eux, Moufouli Bello s'illustre par des œuvres qui prennent le parti des femmes. Moufouli Bello est une jeune artiste dont la réputation des œuvres a fait tache d'huile à l'exposition d'art du Bénin d'hier à aujourd'hui. Ola Rodrigue Babagüeto, Alexandra Diotan et Benjamin Denerion nous offrent ici une visite dans l'univers de création de cet artiste. Des toiles à bleu dominant. Un bleu intense de pigments purs pour représenter la femme noire et sa visibilité. C'est l'une des caractéristiques des peintures de Moufouli Bello. L'artiste dépasse toutes les notions conventionnelles et attribue des tonalités à toutes les composantes de ses peintures, les visages, les fonds, les accessoires ou les vêtements. Moi, j'ai toujours eu la couleur bleue autour de moi. J'ai pris la décision d'utiliser le bleu pour la couleur de la peau parce que déjà c'est une couleur avec laquelle je suis à l'aise. Enfin, ça a une symbolisme un peu spirituelle pour moi, mais aussi par rapport à ma sensibilité artistique, je trouve que pour moi c'est plus pertinent. Parce que quand tu prends la peau noire, ça part du marron au vert, en passant par le bleu, etc. etc. C'est en 2013 qu'elle débute sa pratique artistique professionnelle. Jeune artiste plasticien et multimédia, son intérêt pour les questions d'identité l'a rapidement amené à étudier les structures idéologiques et la manière dont les traditions, la culture, la politique et la technologie affectent notre perception de la société, nos émotions et nos comportements. C'est toujours le même process que j'ai depuis plusieurs années. Je travaille de la même façon. Moi, habituellement, je travaille sur les femmes de mon quotidien, c'est-à-dire ma couturière, ma coiffeuse, ma voisine, des gens qui m'entourent. Et moi pour les femmes avec lesquelles je travaille, ce que je ressens en général, c'est que beaucoup d'entre nous, on a perdu de l'audace, de vouloir plus, de rêver, de vouloir grand. Juste d'exister pour nous-mêmes, sans que cela soit perçu comme de l'égoïsme, mais d'être au centre de notre propre existence. Vous voyez, ce que j'aime, c'est de voir le switch entre la personne que je connais et la personne qu'on a travaillé à ramener à la surface, qu'elle a envie d'être. Défenseur des droits de la femme au travers de l'art, elle y va avec en poche une maîtrise en droit international du travail et une expérience dans les secteurs de la photographie, de l'écriture, des arts visuels et du journalisme. Quand il faut affirmer son génie sur la fragilité de tout ce qui est précieux, à la 60e Biennale de Venise, elle choisit une expression identitaire basée sur le Guélédé. Ce que moi je sais du culte Guélédé, c'est que c'est une communauté qui place la femme au centre, même si c'est sous la perspective de la fécondité et de la maternité. Et c'est un culte dans lequel elles ont un certain pouvoir affirmé qui leur permet de prendre des décisions pour la communauté et aussi qui leur permet aussi de protéger leur père féminin. En fait, les réunions des initiés Guélédé se passent dans des endroits enfermés, dans la forêt, ce genre d'environnement. Et moi, j'avais envie de m'inspirer de ça pour proposer une réunion de femmes. Et dans le langage corporel de ces femmes-là, dans les motifs que je mets dans leur pagne, dans la manière dont elles sont dispersées sur la fresque, ce que je cherche que l'on ressente, c'est déjà une présence assurée et une certaine communion entre les personnes qui sont présentes. Un peu comme des gardiennes. La sororité, outil de protection et de préservation des droits féminins, pourra-t-elle apporter au Bénin plus de regards d'artistes du monde entier? Moufouli Bello veut bien le voir dans la période post-biennale. J'ai jamais été à la biennale, ni en tant que visiteur, ni en tant que rien. Donc je suis curieuse de voir ce qui va se passer à la biennale, comment est-ce que le monde du milieu de l'art interagit dans cet espace-là, comment les gens vont recevoir le travail qu'on va leur proposer parce que... Désolé, on est pris par le temps, on ne pourra pas décliner toute la page internationale, mais voici un petit fragment. Désormais au Togo, ce sont les députés qui éliront le chef de l'État sans débat pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Le feuilleton politique autour de la réforme constitutionnelle qui tient le pays en haleine depuis fin mars est terminé.
Les députés ont définitivement adopté vendredi soir avec 87 voix sur 87 la nouvelle constitution contestée par l'opposition togolaise à 10 jours des législatives. Le test fait basculer le pays du régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. La nouvelle loi crée aussi la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. La magistrature suprême, quant à elle, est vidée de sa substance puisque le nouveau président est privé de toute prérogative. De hauts responsables de l'ONU alertent devant le Conseil de sécurité sur les risques d'un nouveau front au Soudan autour du contrôle de la ville d'El Fasher au Darfour, où la population est déjà au bord de la famine. Après un an de guerre entre les forces armées du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, le pays vit une crise gigantesque entièrement créée par l'homme, dénonce la sous-secrétaire de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bon week-end. Bonsoir chez vous.